Événement important du Forum, sous la présidence de son nouveau dirigeant, M. Makendi Tout-Puissant. Il s'agit d'un forum national à l'occasion de la Journée internationale des migrants, avec comme sujet principal les nouveaux visages des diasporas engagées. 2 intervenants pour les discours d'ouverture, dont en premier lieu celui du président du Forum, M. Makendi Tout-Puissant. La Journée internationale des migrants, c'est le 18 décembre. Et je voudrais qu'on observe une petite minute, voire une grande minute de silence, parce que la migration, c'est aussi ce voyage qui nous a permis, les uns et les autres, d'être ici, sur notre terre d'accueil. Mais la migration aussi, ce sont aussi ces horreurs où des personnes ont perdu la vie en essayant de gagner un territoire plus sûr pour une vie meilleure. Donc j'aimerais pour toutes ces personnes qui nous ont quittés qu'on observe une minute de silence. Proclamée par l'Organisation des Nations Unies en 2000, cette journée commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990. Le 18 décembre a été choisi par l'ONU en 2000 pour attirer l'attention sur la Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, mais restait inapplicable faute de ratification suffisante, dont celle de notre terre d'accueil, celle de la France. Dans le monde entier, cette journée a pour objectif de réaffirmer et de promouvoir les droits des migrants, de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion à la contribution des migrants dans les domaines économiques, culturels, social, au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays d'accueil. Nous sommes à la 3e édition des gym dans ce format-là. Ce sont des gyms qui se sont construites sur l'expérience d'un cycle de Rénécode. Pour les plus anciens, c'est les rencontres nationales de l'intégration et du co-développement. Ce temps nous permet de recueillir les paroles, les réflexions et les propositions des migrants sur des sujets problématiques d'actualité, en s'appuyant sur des espaces de concertation régionale, d'animer des territoires sur ces questions. C'est aussi rassembler ces idées dans un événement national pour les approfondir en revendications ou interpellations et de les porter à l'attention du plus grand nombre et des décideurs. C'est aussi expliquer pourquoi le thème de cette édition 2019 et celles qui ont été choisies en 2017 et en 2018 pour rappel. En 2017, nous avons proposé qu'il y ait une réflexion sur l'investissement productif des migrants et des migrantes et pour arriver à mieux connaître, pour mieux agir. L'année dernière, le thème était « Citoyens-citoyennes sans frontières ». Ainsi, nous avons retenu pour cette année, dans les différents échanges, ce qui traverse toute la vie des membres du Forum et plus largement le réseau du Forum, nous avons souhaité porter l'attention sur ce sujet-là. Les nouveaux visages des diasporas engagées, action et place dans le double espace. Car les profils des diasporas, des migrantes et des migrants sont de plus en plus divers. Aux côtés des organisations de solidarité internationale issues des migrations, accompagnées et regroupées notamment au sein du Forum, des citoyennes de seconde, de troisième génération d'immigration, des personnes adoptées, des étudiants étrangers, des réfugiés, des sans-papiers, et bien d'autres encore s'engagent pour défendre des droits, leurs droits, pour revendiquer leur citoyenneté mondiale,
pour assouvir leur envie d'agir ou encore pour s'insérer socio-professionnellement. Les déclarations politiques cherchent de plus en plus à séparer les migrants intégrés et engagés pour leur pays d'accueil, en capacité de mobiliser des fonds et d'investir, et les migrants en situation irrégulière, qui chercheraient à abuser du droit d'asile ou du système de protection sociale. Réduction de l'accès aux soins, augmentation des droits, augmentation des frais de scolarité des étudiants étrangers, critique du regroupement familial. Les attaques contre certains parcours migratoires fragilisent les diasporas dans leur ensemble. Face à ces tentatives de division, le besoin d'élargir les espaces de dialogue, de partage et d'action est grandissant. Dans ce contexte et face à cette diversité de motivations et ces identités multiples, les espaces où se construisent, se matérialisent principalement l'engagement des diasporas, notamment à travers les associations, nous, mouvements associatifs, mais également de ces diasporas, nous devons nous interroger sur notre mutation, notre évolution, nos collaborations et nos capacités de rassemblement et d'inclusion. Cette journée que nous allons débuter, que nous avons débuté ensemble, est le fruit du travail et de la mobilisation des membres du Forum, au travers de sa commission JIM, Journée internationale des migrants, et de l'équipe salariée. Un appel à candidature pour organiser différentes rencontres dans les régions. Nous avons retenu 5 membres qui sont le Conseil des Nigériens de France, le CONIF, le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, COSIM ARA, le COSIM Bretagne, le COSIM Nouvelle-Aquitaine et le Conseil des Béninois de France. Ces 5 membres ont porté l'organisation des GIM dans 5 régions françaises. Auvergne-Rhône-Alpes, ça s'est déroulé à Villeurbanne. Pour la Bretagne, à Rennes. Pour le Val-de-Loire, à Orléans. Pour la Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Et de ce qu'on appelle le Grand Est pour nous, à Nancy. Le contenu de ces GIM, nous avons tenté, dans cette édition, de s'appuyer sur des échanges entre la recherche académique, des acteurs politiques et l'expérience vécue, et l'expérience associative des migrants. Nous avons aussi essayé de donner du temps aux restitutions des GIM régionales, un espace de captation des paroles, une réflexion des migrants et de leurs partenaires. C'est aussi, dans cet exercice, trouver ensemble des réponses, mais aussi entendre les suggestions, vos recommandations qu'on pourrait formuler à l'adresse des décideurs politiques d'ici, mais aussi de là-bas, et notamment le 18 décembre. Nous sommes le Forum, et je dirais encore plus, nous sommes la migration positive. La question des migrations, pour nous, c'est vraiment un enjeu essentiel. Et c'est pour ça aussi qu'on accompagne le Forum depuis quasiment sa création en 2002, à travers des outils que vous connaissez, la structuration de associative et le PRAOSIM. Soutien qui n'a fait, comme vous le savez, que s'accroître. On a quasiment augmenté de 50% le soutien au PRAOSIM cette année. Et j'ai fait le calcul, en fait, depuis la création, c'est plus de 10,5 millions d'euros qui ont servi à accompagner le développement du Forum. Et on voit très bien, comme le rappelait le président, ça fait déjà quelques années maintenant que je suis votre partenaire, et je vois aussi le développement, la montée aussi en compétences et en savoir-faire de l'équipe du Forum. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale des migrants. Et au-delà de l'accompagnement du Forum, sachez que l'AFD est de plus en plus concernée et impliquée dans les questions de migration. Alors pour vous donner un exemple très concret, la semaine prochaine, au sein de l'AFD, il va y avoir un fil rouge des événements tous les jours en interne, pour justement sensibiliser nos collègues, parce qu'on est de plus en plus nombreux, on est quasiment 2000 personnes maintenant dans cette structure,
Et donc la semaine prochaine, il y aura un fil rouge, Journée internationale des migrants, avec tous les jours un événement. Il y aura Patrick Mabonkou qui viendra lundi, il y aura un débat sur les crises et fragilités, il y aura un défilé aussi de mode de la diaspora africaine, je crois, le jeudi. Voilà, donc on est extrêmement et de plus en plus impliqués autour de ces enjeux. Et la Journée internationale des migrations, ça fait partie maintenant de l'agenda de l'AFD et des collaborateurs de l'AFD. Et pourquoi ? Parce que, notamment parce que depuis maintenant 2016, la question des migrations, au-delà de l'accompagnement au cours du Forum, a été intégrée aussi dans les missions de l'AFD, qui maintenant notamment développe un plan international migration et développement, donc qui est un plan qui réunit et qui pilote l'ensemble des actions menées par les acteurs publics, mais aussi les organisations de la société civile, des collectivités territoriales sur le plan des migrations. Elle s'est dotée d'une stratégie, il y a une feuille de route spécifique pour l'AFD sur ces enjeux-là. Et donc les migrations maintenant font partie un peu de notre ADN, d'une certaine manière, de notre stratégie, avec un credo que l'on partage, je crois, tous ensemble, c'est que les migrations, c'est pas une menace, les migrations, c'est une chance, c'est un facteur de développement, et les migrants, ce sont des acteurs du développement. Et les membres des diasporas, ce sont des passeurs, ce sont des innovateurs, ce sont des dynamiseurs, et c'est des relais essentiels pour nous pour faire vivre cette politique de développement. On cofinance des projets de développement local. On a aussi maintenant de plus en plus d'outils qui servent aussi à faciliter les transferts monétaires. On accompagne aussi des créations d'entreprises par les acteurs de la diaspora. Donc on est à la fois dans un registre, on va dire, d'accompagnement des innovations et de l'entrepreneuriat, et puis aussi, et ça rejoint le thème de cette journée sur l'engagement, aussi on accompagne les initiatives de la société civile sur les engagements citoyens. Donc on n'est pas uniquement là pour accompagner le business, même si ça en fait partie, mais on accompagne aussi l'engagement citoyen autour des enjeux que le président a évoqués aussi, de tous ces enjeux que l'on partage. Et en plus en France, je crois que ça c'est aussi, on est tout à fait conscient de ça, on a une chance, c'est d'avoir, on a le Forum, bien sûr, mais le Forum c'est le reflet d'un tissu de diaspora qui sont nombreuses, qui sont très actives, qui sont structurées, qui sont compétentes, et donc évidemment c'est un partenaire d'autant plus utile. Le grand thème d'introduction de cette journée bien chargée, les modes d'engagement et de regroupement en France en faveur de la solidarité internationale et de l'intégration. Une introduction animée par le secrétaire général du Forum. Cette journée, avec ces débats et ces ateliers, doit nous aider à tracer, je dis bien tracer, on n'aura pas toutes les solutions évidemment aujourd'hui, mais nous aider à tracer, à fixer des idées, identifier des initiatives qui nous permettent d'enrichir encore nos débats. Cette journée commence donc avec un premier débat, animé par Jean Bouchy, administrateur du Forum, et Sophie Bilong de l'IFRI, qui viendra nous parler derrière, à travers son expérience dans l'Observatoire de l'immigration, de ce qui se passe en termes de migration désormais. Ensuite, on aura une table ronde de restitution des travaux des GIM régionales du Grand Est, de Nouvelle-Aquitaine, de Bretagne, de Rhône-Alpes et du Centre, puis des ateliers débat. Nous arrivons en 2002, la création du Forum. La création du Forum parce que le 4 juin 1997, donc normalement jusqu'au 6 mai 2002, Charles Josselin est ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Voilà. Il y a la conjonction des événements et les migrants se sont organisés de plus en plus, puisqu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes, soit à Montfermeil, soit en province, dans les banlieues, il y avait quand même des associations qui s'est créées, qui s'appropriaient la loi 1901 et qui cherchaient à s'organiser. Donc, et il y a eu des fédérations qui se sont mises ensemble, des fédérations pays, pour créer le Forum. C'est l'histoire que tout le monde connaît, puisque là, qui étaient les acteurs? Ce sont les responsables des associations originaires de l'Asie du Sud-Est, l'Afrique maghrébine, Pacifique, Caraïbes et l'Afrique au sud du Sahara. On a créé le Forum pour que le Forum, justement, soit porte-voix des migrants.
entre guillemets, et pour œuvrer dans ce que nous a dit ici les précédents intervenants, agir ici et là-bas. Jusqu'en 2010, le Forim était préoccupé d'abord à asseoir ses réseaux, à se consolider, à se faire reconnaître. Et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que de ce côté-là, nous avons des partenaires, dont l'AFD dont on a parlé aujourd'hui, qui sont là avec nous. Ça devient vraiment quelque chose d'intéressant. Mais sur le plan intégration, le Forim aujourd'hui, à partir du moment où il a eu l'idée de réaliser les René-Codes dont a parlé le président, à juste titre, donc se doit de mener des actions d'intégration. Mais si nous nous retrouvons entre nous, c'est que nous prêchons aux gens qui sont déjà convaincus. Donc c'est ça le problème du Forum aujourd'hui. Nous avons mis en place des outils, les 10 mythes. Tout ce que nous avons fait, le renforcement des capacités, c'est qu'aujourd'hui nous avons des langages, nous avons des éléments de langage pour pouvoir débattre. Il faut aller maintenant vers, pour que nous soyons une véritable composante de la société civile. C'est-à-dire nous devons aller vers les autres là, puisque nous avons des éléments pour pouvoir convaincre aussi les autres et faire occuper la place qui est la nôtre. Voilà à quoi doit servir les gyms. Et je regrette le fait qu'on ait abandonné l'idée de rencontres nationales. On anime un réseau d'associations qui accueillent, accompagnent et hébergent ces personnes, défendent leurs droits, mais aussi d'institutions qui sont en charge de l'intégration des réfugiés. Donc là, on pourrait rajouter que depuis 2 ans, il y a une délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés qui a été créée au sein du ministère de l'Intérieur et qui donc soutient des initiatives pour l'intégration des réfugiés. Et on travaille aussi avec des fondations d'entreprises et philanthropiques qui financent des projets liés aux thématiques de l'asile et de l'immigration. Vous savez que depuis 2015, en fait, il y a eu une sorte de mobilisation des citoyens et du coup, les fondations d'entreprises, elles ont suivi en fait cet engagement, notamment de leurs salariés, et donc il y a de plus en plus de fonds qui sont disponibles pour financer des projets sur ces sujets. Voilà, et depuis quelques mois, on travaille sur la question de la participation des réfugiés et des migrants. Alors, je suis désolée pour le vocabulaire, mais voilà, il faut bien mettre un mot quand même, au programme qui les concerne et sur l'engagement de ces nouveaux arrivants. En fait, ça nous intéresse de savoir comment on prend en compte l'expertise des personnes qui arrivent pour construire les politiques publiques, c'est-à-dire construire avec les personnes et non pas seulement pour elles. Ça nous permet d'avoir une certaine vision de ce que vous appelez les nouveaux visages des diasporas engagées. Je pense que c'est les diasporas de demain avec qui je suis en lien, mais voilà, même si ce terme pose question. Et en fait, on a décidé de faire cette recherche parce qu'on trouve qu'il y a un vrai manque de visibilité sur les nouveaux arrivants et qu'est-ce qu'ils ont à apporter et comment ils s'engagent en fait sur ces questions-là. Ce qui peut distinguer en fait les nouveaux arrivants des diasporas plus anciennes, c'est sans doute le rapport avec leur pays d'origine. C'est pas le même quand on est réfugié et qu'on n'a en fait pas le droit de retourner dans son pays et que les liens avec l'État sont compliqués parce qu'il n'y a plus du tout d'organisation dans le pays d'origine. Et puis on a réalisé aussi par rapport aux associations que vous représentez ici, le rapport avec le pays d'accueil il n'est pas le même non plus quand il n'y a pas un passé colonial par exemple ou que les personnes qui arrivent ne sont pas francophones. Pour comprendre le système en France, c'est quand même pas la même chose quand on parle la langue ou non. Ça nous intéresse de se dire comment on peut intégrer le Forim en fait, comment on peut intégrer les associations qu'on rencontre dans votre réseau? Comment on fait pour que des associations que vous représentez rencontrent en fait ces nouveaux créateurs d'associations et ces nouveaux talents parce que, bon, comme voilà, on disait c'est les diasporas de demain, mais ça peut être intéressant de se dire que quand on a l'expérience de l'exercice associatif, on peut aussi conseiller des nouveaux qui veulent s'organiser et qui vont sans doute rencontrer les mêmes difficultés que quand on crée une association il y a 40 ans ou il y a 20 ans, voilà, c'est les mêmes techniques. Le troisième temps de cette journée portait sur la restitution et la mise en débat des échanges et des enseignements des 5 forums régionaux. Premier sujet de la partie table ronde, le monde associatif face aux mutations de la société et la crise du bénévolat, quelle place et adaptation de la diaspora pour une participation efficiente à la solidarité internationale. De ce temps de restitution des gyms qui se sont déroulés au niveau des régions, donc j'ai tout à ma droite
Madame Isabelle Mambonnet, qui est secrétaire de la CAN, qui est la coordination d'acteurs et d'associations africaines à Nancy, et Noël Juvenal, qui est membre du bureau du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. On a vraiment eu une très belle journée, très enrichissante. Donc ce conseil départemental a 20 ans d'expertise en ce qui concerne la solidarité internationale. Et elle met en fait des outils et des moyens. Elle a un budget de 100 millions d'euros pour le volet solidarité internationale. Donc c'est pour vous dire que les moyens sont mis. Et on a le GESCO, donc, qui est un groupement d'associations de solidarité internationale qui sont hébergées même par le conseil départemental. Tout est mis en place pour la solidarité internationale. Mais le constat qui ressort, c'est qu'on ne voit pas les associations de solidarité internationale issues des migrations. Nous sommes où? Et c'est comme je disais, il y a un manque de visibilité qui est dû à quoi? Un manque d'information et de formation. Quand on parle de nouveaux profils, de nouveaux visages, ils accueillent, vous vous imaginez, entre 400 et 500 jeunes migrants chaque année. Et des migrants, donc, comme je dis, qui viennent par Lampedusa, entre Djemé. Donc c'est énorme. Et ils nous disent que quand ils finissent, ils travaillent avec ces jeunes, quand ces jeunes atteignent la majorité, ils sont obligés de les laisser se débrouiller seuls parce qu'il n'y a pas de flou administratif. Il y a un flou administratif derrière. On ne leur donne pas les papiers, mais on leur comment on appelle ça? On les excuse pas aussi. C'est ça, et on ne les excuse pas. Donc les jeunes sont ici, ils sont en divagation, ils ont un mal-être, comme mon confrère le disait tout à l'heure, ils ont un mal-être qui fait qu'ils ont du mal à s'intégrer dans une société qui pourtant les a accueillis. Parce que quand ils sont mineurs, ils sont sous la tutelle du président du conseil départemental. Et effectivement, comme je vous ai dit, qui est très impliqué dans tout ce qui est solidarité internationale. Donc, les moyens sont mis pour leur intégration. Mais une fois qu'ils arrivent à la majorité, qui n'ont pas de papier, travaillent comment? Donc effectivement, ces jeunes-là sont aujourd'hui les bénévoles. Parce que comme ils n'ont... C'est une... comment je peux dire? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on fait le bénévolat de façon naturelle. Chez nous, aller aider la mamie, aller aider la voisine, je ne sais pas. C'est quelque part de la solidarité, c'est de l'entraide. On grandit avec. Donc quand on vient avec ce bagage-là aussi. Et à un moment, ils font du bénévolat. Mais ils font du bénévolat quelque part. C'est aussi un tremplin d'intégration quand même, parce que ça leur permet de rencontrer du monde, ça leur permet de s'ouvrir aux autres, ça leur permet de s'intégrer. Mais est-ce que c'est une forme de bénévolat qui vraiment, si elle est encadrée, pour nous en tout cas, la réflexion qu'on a eue sur Nancy, elle permettrait en fait d'être plus puissante. Vous savez combien de milliards les migrants entre Djemé transfèrent chaque année? On fait vivre l'économie des autres pays. On en a parlé ce matin, c'est 3 fois l'aide publique au développement. Vous imaginez? Mais tout ça, c'est informel, parce qu'il n'y a pas de cadre. Et donc nous, dans l'Est, en fait, ce qui pourrait nous aider, c'est là où le forum pourrait intervenir, c'est vraiment de mettre, et je regarde le président, je m'adresse au président, c'est vraiment de mettre... On passe aux recommandations. Oui, c'est vraiment de mettre en place une structure d'accompagnement pour les formations. Donc moi, je suis membre de la coordination d'acteurs et d'associations africaines donc de Nancy, j'en profite. Donc on regroupe 25 associations et 6 acteurs. Donc des associations de pays membres entre Djemé, des associations d'étudiants et des associations de solidarité internationale. Donc, le constat qui ressort au niveau de nos associations, il y a ce réel besoin de formation. Donc, pour monter ces projets-là, mais déjà pour savoir quels sont les projets qui peuvent être éligibles, etc. Parce qu'il y a tout ce flou. On fait du bénévolat, mais on le fait de manière naturelle. Et si les associations issues des lois 1901 arrivent à maîtriser déjà ce genre de secteur, elles ne peuvent que servir de relais à ceux qui viennent derrière. Puis il y a une transmission qui sera faite et qui sera faite de, comment on appelle ça, de la meilleure des façons qui soit et qui pourra aider maintenant ces jeunes-là parce qu'en plus ils viennent de plus en plus jeunes. Deuxième sujet, étudiants et étudiantes engagés dans l'entre-deux géographique, état des lieux et dynamiques actuelles. Dans les années 50, 60, 70 jusqu'aux années 80,
La plupart des étudiants qui étaient là avaient d'abord comme point commun l'engagement pour la lutte pour les indépendances déjà. Ça, c'était déjà un premier point qui faisait qu'il y avait un point commun qui les réunissait tous pour qu'ils puissent s'engager. Contrairement aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a peut-être d'autres sujets qui peuvent être communs, mais c'est différent. Là, c'est un engagement idéologique, politique, qui faisait que tous les étudiants de cette époque se retrouvaient un peu sur ce point-là et pour pouvoir mener des batailles. Donc, ce rappel historique étant fait, on se pose la question de l'engagement des étudiants d'aujourd'hui. Beaucoup d'associations étudiantes qui sont dans le campus universitaire à Bordeaux s'engagent beaucoup dans les activités culturelles et sportives, au lieu d'avoir un engagement politique et idéologique qui existe, mais qui est très 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 rare dans le milieu étudiant. Donc, c'était la question qui se posait, c'est comment faire pour pousser à l'engagement, comment faire pour favoriser l'engagement des étudiants d'aujourd'hui dans le milieu syndical, dans le milieu politique. Voilà, les questions étaient là. Donc on a essayé de travailler, de réfléchir sur l'aspect retour, mais retour organisé et voulu. Ce n'est pas un retour forcé. Il faut que le retour qu'il soit organisé et voulu. Donc les associations étudiantes, ce qu'elles essaient de mettre en place aujourd'hui, c'est de travailler avec soit les autorités consulaires qui sont sur place dans les villes où ils sont, ou de travailler avec les ambassades pour pouvoir organiser le retour des étudiants. Ça, c'est une recommandation qu'on a pu sortir parce qu'on avait le consul du Sénégal qui était avec nous. On a parlé de ça avec lui pour pouvoir travailler sur le retour des étudiants, le projet de retour qui doit être travaillé en amont. C'est-à-dire qu'au moment où l'étudiant essaie de venir en Europe, ce projet doit être travaillé entre les pays. C'est-à-dire que vous avez le Sénégal, le Maroc, la Mauritanie, le Mali, peu importe. Il doit y avoir une loi programmatique qui accompagne l'étudiant qui doit partir, l'étudiant qui veut partir, qui veut faire ses études en Europe. Donc, arrivé ici, il acquiert des compétences. Donc, pour rentrer chez lui, il faut que le retour soit organisé. Troisième sujet, comment la diaspora et les enfants adoptés peuvent-ils agir ensemble pour contribuer à l'épanouissement de l'équilibre des enfants adoptés mineurs et leurs familles? Les enfants adoptés ne sont pas de nouveaux arrivants sur le territoire. Il peut y en avoir, mais lorsque nous parlons de ces acteurs, nous considérons tous ceux qui sont présents sur le territoire depuis de nombreuses années, qui ont une excellente connaissance, pour la plupart, de ce que sont les enjeux, parce qu'ils ont évolué dans cet environnement, ils en connaissent les mécanismes, ils ont une maîtrise de la langue, de la culture. Ils sont donc notamment, et là on parle particulièrement des enfants adoptés majeurs, parce que nous avons évidemment dans notre approche fait le distinguo entre ceux qui sont majeurs et ceux qui sont mineurs, parce que pour les premiers, si vous voyez bien l'intitulé de notre thème, nous les avons considérés comme de futurs partenaires avec lesquels nous devions nous associer justement pour trouver ensemble les voies d'exploration pour pouvoir emmener les enfants adoptés mineurs à rejoindre les dynamiques que nous mettons en place au sein de nos organisations. Nous avons, au niveau de la GIM régionale Bretagne, axé notre attention sur les enfants adoptés avec un premier aperçu posé par les enfants adoptés majeurs par l'intermédiaire de l'association EFA, Éthiopie France Association, et nous remercions pour cela le président Salomon Dartois, non seulement pour nous avoir en quelque sorte un peu aiguillonnés sur cette voie, mais aussi et surtout pour avoir pris le temps de venir avec son équipe à Rennes pour présenter la situation. L'enfant adopté est avant tout un acteur en quête d'identité. Et selon la façon dont il a été élevé, la relation que ses parents adoptifs ont eue avec son territoire d'origine,
eh bien, vous pouvez avoir un acteur qui prend effectivement sa place dans l'action, aussi bien ici que là-bas. Et donc, à cette question, on va être renvoyé vers le miroir de notre propre responsabilité en tant qu'organisation, en tant que forum. Pourquoi donc? Parce que nous constatons que nos organisations sont très en retrait sur ce thème de l'adoption. Parfois à raison. Parce que, ayant eu à mener ce colloque au niveau régional, mais sur un thème qui était pour nous de portée nationale, nous avons contacté des organisations, y compris à l'échelle nationale. Et parmi les observations et parfois les objections que nous avons reçues, il nous a été demandé quelle légitimité nous avions à entrer sur ce terrain de l'adoption. Vous, en tant que forum, vous, en tant que COSIM, quelle est votre légitimité sur ce dossier? Alors, il faut savoir que les familles d'acteurs qui tournent autour de l'enfant adopté sont nombreuses. Quatrième sujet, l'impact de l'accompagnement des migrants, des migrantes, sur l'aboutissement de leurs projets ici et là-bas. Enfin, le cinquième sujet de la table ronde, la migration face aux défis de l'intégration économique et de vivre ensemble ici et là-bas. La restitution d'une journée de débat qui a eu lieu donc le 30 novembre à Orléans sur la thématique de la migration face aux défis de l'intégration économique et du vivre ensemble ici et là-bas. On a structuré cette journée en deux tables rondes. Une première où on souhaitait, une première table ronde qu'on a intitulée Parcours et identité des migrations, qui se veut être un diagnostic, et une seconde table ronde qui s'est déroulée l'après-midi. On n'avait pas forcément les mêmes interlocuteurs le matin et l'après-midi, sur la thématique de la migration face aux défis de l'intégration économique et du vivre ensemble. Alors, en tant que Conseil des Nigériens de France, en tant que hier secrétaire général et aujourd'hui présidente de l'Association des Nigériens de la région Centre, quand on est nigérien, on est quand même particulièrement concerné par la thématique migratoire, puisque le Niger est un pays de passage à travers le Sahara pour énormément de subsahariens qui souhaitent aller vers l'Eldorado occidental. On s'est intéressé sur la première table ronde, sur la partie diagnostic, à savoir qui sont ces migrants, s'ils sont des réfugiés, et avoir un petit peu les nouveaux profils et visages de la migration en forme de parcours global. L'animation générale de la table ronde était assurée par la présidente de l'Association des jeunes Guinéens en France. Un débat général a conclu la partie table ronde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce rapprochement? Parce que l'engagement civique ou citoyen peut être aussi politique, peut être aussi syndical. Et ça incombe aussi des jeunes qui sont de notre génération. Par exemple, les jeunes étudiants en ce moment, ou bien les immigrants, peuvent être engagés politiquement, non seulement dans le pays d'accueil, mais aussi dans leur pays d'origine. Pourquoi amener ces jeunes-là forcément à s'engager politiquement? Pourquoi? Parce que la conclusion que j'ai entendue, c'était un peu ça. De dire comment faire pour qu'ils s'intéressent aussi à la politique. Mais pourquoi? S'ils veulent s'intéresser à la culture, pourquoi pas? S'ils veulent s'intéresser au développement de leur pays, ce qu'ils nous regardent un peu aujourd'hui, pourquoi pas? L'engagement, il peut être différent. La mobilisation peut être différente. Donc, qu'est-ce qui les intéresse aujourd'hui? Comment pousser les étudiants africains aujourd'hui à s'engager? Je n'ai pas dit s'engager politiquement, mais je reviendrai vers vous tout à l'heure. Donc, c'est pas juste dire on s'engage, ça peut être du sport, la culture, c'est pas des choses négligeables, hein, comme tu as dit, c'est pas vraiment négligeable. Mais comment les pousser à s'engager
dans les syndicats, dans les associations autres que associations étudiantes, mais juste pour revendiquer certaines choses, parce que c'est quelque chose qui les concerne directement. Le logement, les démarches administratives, les stages et tout ça, ce sont des éléments qui les concernent. Aujourd'hui, le Forim est à l'expertise dans l'accompagnement et la formation au projet ou à capter les financements. Mais il nous manque le pôle de professionnalisation de la communication et du marketing, puisqu'on a le pôle financier. Donc il y a 3 pôles de professionnalisation, probablement que ce soit au Forim, que ce soit dans nos fédérations. Si dans nos fédérations, si je prends la nôtre, les collègues de Brazzaville, il manque des compétences et je dirais des associations qui pourraient se spécialiser dans le marketing et la communication, ce qui ferait la valorisation de ce que nous faisons. La gym qui s'est passée à Nancy avec le concours du CBF, dans la volonté du Forim, dans sa structuration au niveau national, c'est aussi notre volonté d'être dans certaines régions et vous ne pouvez être que notre relais là-dessus. Nous allons regarder comment élargir, mieux organiser, mais quand on dit le Forim doit faire, mais c'est aussi à partir du moment où on intègre le dispositif, en tout cas ce qu'on appelle les COSIM, les collectifs d'organisation de solidarité internationale issus d'immigration dans les régions. Après, c'est vous qui faites le relais. Nous pouvons arriver, je dirais, le Forim national, en vous appuyant avec les acteurs locaux, les associations, mais aussi avec les acteurs politiques dont vous citez. Et on a cette expérience de formation et d'accompagnement. Et une des propositions qui a été faite, c'est qu'il y a la plateforme numérique déjà en place. Que nous, au Forum, ou pour nous tous, on peut s'inspirer. Tu peux nous parler un petit peu plus? Les différents intervenants ont dit, il y a en effet, donc, heureusement, a été nommé la question du travail, en fait, en tant que fait politique, mais il y a eu des moments où, par exemple, la question de l'écologie qui a été traitée n'est pas nommée en tant que telle. Or, il me semble que c'est cette catégorie qui permet de faire la liaison politique, et encore plus dans la discussion qu'on a sur les enfants adoptés, voire sur comment faire grandir les enfants des migrants en France. Il y a une question de race, en fait, en gros, de comment la question raciale est gérée en France. Et par exemple, moi, en tant que femme non blanche, je ne sais pas ce que ça veut dire de faire grandir un enfant non blanc en France, et ça m'intéresse en tant que question politique. Cette population d'enfants adoptés est en situation d'attente vis-à-vis de nos organisations, parce que elle a la particularité d'être en recherche de son identité, en recherche de sa culture, en recherche de points d'appui pour justement retrouver les moyens de s'accomplir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons considéré que les mots équilibre et épanouissement dans notre thème avaient tout leur sens. Voilà, donc il y a eu un projet par exemple qui est porté par l'association JRS, c'est le service jésuite des réfugiés auprès des jeunes, et il est basé sur le principe du pied d'égalité. Donc en fait, dans cette association, on propose aux demandeurs d'asile qui arrivent d'être eux-mêmes animateurs des ateliers qui vont être proposés et pas simplement bénéficiaires. Et ça change complètement la façon d'accueillir les personnes. Au Secours catholique, il y a aussi une ambition de sortir de l'assistance. Et alors par exemple, dans l'accueil de jour à Calais, ils ont décidé d'arrêter la distribution de vêtements. Et donc vraiment de penser des projets avec les exilés, c'est-à-dire d'aller dans le quartier, de contacter des commerçants, mais que ce soit les exilés eux-mêmes qui décident de comment ils veulent organiser effectivement la collecte de vêtements parce qu'il fait froid l'hiver, mais que ce soit pas quelque chose qui arrive et que ce soit un projet descendant. Justement, on a parlé de nouveaux visages de la diaspora et il semblerait qu'il n'y en a qu'un seul de visage, c'est le jeune. La plupart du temps, ça arrive. Très intéressant. Et puis, il y a l'autre question, c'était du fait de dire qu'il faut une formation parce que les gens n'ont pas de code. Mais ma question c'est, est-ce que ce n'est pas plutôt au code de s'adapter à ce jeune-là
Les Praosim, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont répondu à cet appel à projet. C'est lourd à répondre, c'est très très lourd. Malgré la formation, malgré la bonne volonté des gens qui veulent former, quant aux jeunes, on a plusieurs préoccupations. Les Praosim a été répondu au mois de juin, juillet, je crois, quelque chose comme ça. C'est le moment pour certains de rattrapage, pour ceux qui n'ont pas très bien bossé, ou qui ont des difficultés, ou des vacances. Et on vous dit, vous allez vous former, vous allez répondre à quelque chose dessus. Faites évoluer les règles, vous verrez que les jeunes viendront. Ne cantonnez pas, s'il vous plaît, les jeunes au football et à la culture. Ça, c'est une question, ça, c'est quelque chose à savoir. Et deuxièmement, peu importe, si on s'engage à la culture, c'est une forme de revendication aussi. Ça peut être certains outils qui peuvent être utilisés pour la revendication. On a le sentiment de perdre du temps, mais dans la réalité, on constate qu'ils sont beaucoup plus engagés qu'ils restent parce qu'on tient compte de leur manière de faire, qui n'est pas toujours la nôtre. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est toute la réflexion en fait aujourd'hui en Rhône-Alpes où effectivement on se rend compte que les jeunes sont présents dans des projets qui semblent aller dans leur manière de faire. C'est pas toujours évident parce que ça bouscule les codes, mais en revanche, on peut les garder. Donc la volonté de travailler avec les jeunes, de faire évoluer les codes, elle existe, mais il est important aussi que les jeunes de leur côté puissent comprendre que c'est pas en nos jours que cela va changer. Je pense que ça, il faut qu'on réfléchisse autrement et qu'on laisse la place à ces jeunes-là pour nous apprendre, parce qu'eux, ils sont dans le numérique. Nous, on n'est pas dedans. On est à peu près, on essaie un peu de s'accrocher, mais on a du mal à leur dire, bah, allez-y, vous pouvez y arriver. Et ça, c'est un gros problème dans pas mal d'associations, que ce soit maghrébine, que ce soit africaine et même française, où on voit un président qui reste là pendant 20 ans, où on voit des bénévoles qui sont là jusqu'à leur fin de vie, où quand les jeunes ils viennent mais vous savez rien, c'est une autre génération, il y a une crise de génération, et le moment où vraiment on va mettre dans la tête qu'il faut lâcher prise et laisser la place aux autres, il n'y a pas d'opportunisme, je pense qu'on va arriver à voir cette génération-là qui va nous emmener vers l'avant. Mais il me semble que le forum quand même ici donne l'exemple d'une démocratie riche, parce que je vois déjà dans cette salle 3 anciens présidents déjà, dont un juste derrière moi, et bien d'autres qui sont dans la salle. Donc ça montre bien qu'il y a des méthodes à mettre pour que les choses tournent. Hein. Mais peut-être il faut les améliorer. Mais là où je voudrais en venir quand même aussi, c'est cette crise de bénévolat autour des jeunes. Je pense qu'on s'inquiète beaucoup. Peut-être on n'a pas changé de paradigme. C'est pour cela qu'on regarde l'affaire que à travers nos propres lorgnettes. Mais si on change de paradigme, je pense qu'on verra qu'il y a quand même une dynamique qui prend, qu'on ne désespère pas. On parlait des jeunes étudiants. Tout à l'heure, je pense que c'est M. Anne qui en faisait allusion. Ces jeunes étudiants, on a été jeunes, on a été aussi dans le mouvement associatif et on le continue. Et je pense que quand je vois moi des jeunes aujourd'hui, et à Marseille, la ville où je suis, je vois des jeunes, nos enfants, qui sont aussi dans la dynamique associative et qui continuent aussi de militer. Donc ça veut dire qu'il y a quand même matière à faire. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je pense que cette dynamique associative, elle existe parce que la semence est encore là, même si ça remonte en 1901. Donc ça veut dire quand même il y a longtemps que les gens ont la préoccupation de se battre collectivement. Et on le voit avec l'affaire Dreyfus. Si l'affaire Dreyfus n'avait pas existé, Amnesty International n'aurait pas été là, parce que c'est à partir de là que c'est parti. Si aussi le droit à l'instruction des gens comme Jules Ferry ne l'avait pas combattu, eh bien, il n'y aurait pas aussi tout ce mouvement d'éducation populaire dont on entend aujourd'hui. S'il n'y avait pas des gens qui avaient mené le combat à partir des congés payés, il n'y aurait pas aussi toute une dynamique de mouvement associatif pour dire il faut des congés, des machins, les syndicats ne s'en seraient pas appropriés. Si aussi en 81, il n'y avait pas des combats, quand on disait la France est une mobilette, il lui faut du mélange pour que ça marche, et je regarde encore M. Juvenal, qui vient quand même d'une ville, Lyon, avec des cités comme Villeurbanne, qui ont été à la pointe de ce combat-là pour faire en sorte que l'État se préoccupe dans ces quartiers populaires de politique de la ville, où on disait j'y suis, j'y reste, parce que la question en France de l'immigration a été toujours considérée comme une question folklorique, puisque liée à
aux colonies, en gros. Et donc la présence de personnes d'origine étrangère a toujours été perçue de façon folklorique. Or, aujourd'hui, c'est une donnée structurante de la société française, à la fois dans son histoire, à la fois dans les combats politiques et syndicaux, mais à la fois aussi dans ce qui fait sa dynamique sociale. Le 81 est venu avec la possibilité qui était donnée aux personnes issues de l'immigration de créer leur association, de participer au mouvement associatif. Mais il n'en demeure pas moins, avant, la FEANF ou d'autres associations ont existé. Je suis la présidente de l'association des Nigériens de la région Centre. Je représente ici au Forum le CONIF pour faire la restitution de la gym régionale qui a eu lieu à Orléans sur la thématique de l'intégration économique des migrants, du vivre ensemble ici et là-bas. Ce qu'on a choisi de faire avec le CONIF, c'est d'apporter une phase de diagnostic, un peu d'études sur qui sont ces migrants, au niveau des préoccupations que ces migrants ont à leur arrivée sur le territoire de destination finale, donc on va dire la France puisque c'est ici que nous sommes. Ils nous trouvent... alors déjà, eux, ils ont tendance à se regrouper par affinité, par accointance, ce qui fait qu'on les retrouve quand même dans des associations de jeunes. Ils arrivent à créer des associations, ils arrivent à prendre contact soit individuel, soit de façon un petit peu plus institutionnelle avec les associations de la diaspora. En tout cas, c'est ce qui nous est arrivé pour le Conseil des Nigériens de France. Et ils nous fustigent beaucoup pour notre manque de solidarité, que ce soit celui des Occidentaux de façon générale, ou voire même le manque de solidarité des diasporas. Au niveau de la gym d'Orléans, on souhaitait que soit porté le message que la France ne respecte pas la Convention des droits de l'enfant. Il y a vraiment une attitude discriminatoire entre ces mineurs isolés, qui sont vraiment isolés, puisqu'ils sont mis à l'hôtel, alors que les enfants qui sont placés par les services sociaux, qui sont là dans un cadre normalisé, les petits Français, si on veut généraliser, eux sont en foyer ou en famille d'accueil. Il y a une centaine de départements en France, donc il y a une centaine de façons différentes de gérer cette question-là, ces questions-là. On l'a vu aujourd'hui à la gym d'aujourd'hui, il y a des départements qui sont très actifs sur les migrants, sur les mineurs. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et je pense que si le Forum peut apporter quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en réseau tous les acteurs pour qu'on fasse au mieux pour ces personnes. Journée bien chargée que celle de ce samedi 14 décembre 2019, avec cette fois, dans l'après-midi, 3 ateliers débats. Le premier atelier, animé par le vice-président du Conseil supérieur des Sénégalais de l'étranger, également administrateur du Forum. Quel mode et formes d'engagement d'avenir pour les diasporas? Et quel honneur pour moi de vous exposer mon projet, l'expérience, capitalisation. UGVS, c'est une association de Union Générale Vietnamienne de Fonds. En 1919, on s'appelle l'Union de Patriotisme, un ami de patriotisme. Et des années, sachant, maintenant ça fait 100 ans de notre association, depuis 1975, après la fin de la guerre, et enfin 1979, on a changé le nom de UGVF jusqu'à maintenant.
Ce UJVF, c'est une sorte de passerelle pour le préserver et pour pouvoir auprès des amis français et les autres amis. Vous êtes notre ami. Je pense que sur la question, quelles sont les voies d'action, concrètement, il y en a. Concrètement, c'est des gens en diaspora qui créent des entreprises parce qu'elles ont mis chacune le don moyen de 50 € sur des projets. Voilà. Donc on a vraiment un exemple, je vais partager cet exemple d'impact réel et concret, quoi. Si les enfants sont capables de culture générale ou le métier, on a orienté tous les enfants dans ces directions d'éducation. Voilà, c'est les enfants, chaque année on a besoin des bourses. C'est pour cette raison que tout à l'heure que je cite tout le partenariat enfants qui nous aide beaucoup. Le second atelier, animé par le vice-président du Conseil des Nigérians de France, quel lieu d'intervention pour la diaspora? Comment on compose un tribunal permanent? Un tribunal permanent, il est composé de plusieurs personnes. Bien sûr, il faut qu'ils maîtrisent l'aspect juridique de la chose, mais ils ne sont pas d'un pays. Souvent, à chaque fois qu'il y a une affaire au niveau planétaire, on va essayer de faire un appel pour regrouper des personnalités, des juges, des avocats des 5 continents. Pour comme ça, pour créer une certaine indépendance, qui ne font pas partie ils peuvent être soit des professeurs dans des universités, des chercheurs de l'aspect juridique, etc. Et qui ont la capacité, il y a en tout cas un siège du tribunal qui est en Italie, donc il y a un siège, etc., qui ont la capacité de porter une problématique. Enfin, le troisième atelier débat, animé par l'administrateur et ancien président du Forim, M. Tierno Camara, quels espaces de lutte commune, de convergence, de combat, de plaidoyer? Si quelqu'un souhaite, autour de la table, intervenir sur ce volet-là, je pense que ça serait pertinent de partager ça avec mais nous tous. l'atelier ira jusqu'à quelle heure? Enfin, pour moi, c'est 16h30. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en ressort avec les anciens? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Parce qu'on a dit tout à l'heure que la jeunesse ne s'intéresse pas à tout ce qui est bénévolat, tout ce qui est association. Mais qu'est-ce que vous avez tiré de tout ce que vous avez fait pour dire aux jeunes, voilà nous, depuis on lutte, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, voilà ce qu'on a réussi à obtenir. Voilà les moyens qu'on a utilisés. Voilà les actions qui nous ont aidés à faire. Pour que ces jeunes-là, aujourd'hui, puissent s'en inspirer et utiliser les moyens d'aujourd'hui pour continuer la lutte. Mais s'il n'y a rien, comment voulez-vous que les jeunes puissent venir vers nous ou vers les plus anciens pour les accompagner ou pour y être, pour participer à ce qui se fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que le Forim compte faire avec toutes ces expériences? Je pense que ce qu'il faudrait sortir, comme je disais tout à l'heure, sortir de cet atelier avec les différentes expériences et voir aussi en même temps des recommandations. Des recommandations, mais en même temps, on peut aussi s'inspirer des anciens exemples. Comment est-ce que faire cohabiter les anciennes méthodes de lutte, les anciens outils avec ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain. Et je pense qu'à travers vos actions, vos activités, vos organisations, vous avez certainement aussi des outils. C'est vraiment quelque chose qui est bien organisé, bien structuré. Tous les intervenants qui sont super bien informés, qui sont cultivés avec toute l'histoire de le départ de création de Forim et tout ce qu'ils peuvent apporter à tous les immigrants, tout ce qu'on peut faire. Je pars vraiment à tête haute, bien appris de tas de choses que je ne connaissais pas. Tous les gens qui ont intervenu, ils ont une connaissance extraordinaire. En fait, ça m'a rendu fière de venir aujourd'hui. Voilà. Et on va essayer de créer une fédération éthiopienne, puisqu'on n'est pas beaucoup jusque-là, malgré que nous, on a été financés en 2014 par Forim, qu'on a été pris en charge par des opérateurs d'appui. On essaie de faire la même chose, puisqu'aujourd'hui, notre projet, c'est de créer, de construire une école pour les orphelins, là où il n'y en a pas. Je suis coordinatrice du projet Place aux jeunes au sein d'Étudiants et Développement, donc qui est une association, un réseau d'associations jeunes qui fait de la solidarité internationale. Et en fait, le projet Place aux jeunes, il est porté par 14 organisations
dont le Forim. Et en fait, on essaie de travailler sur comment intégrer davantage les jeunes et les rendre plus acteurs des projets de solidarité internationale et de l'organisation en soi. Donc ça veut dire avoir plus de jeunes bénévoles, plus de jeunes salariés, jusqu'à des jeunes administrateurs dans les conseils d'administration. C'était très, très intéressant, très enrichissant. Il y a quand même une diversité aussi d'associations qui font aussi des activités différentes, même si elles font de la solidarité internationale. Et en fait, dans mon cas précis à moi, c'est vrai que je suis un petit peu venue pour un peu tâtonner cette question jeunesse, vu qu'on parlait de nouveaux visages de la diaspora. Je me suis dit, forcément, on y inclut aussi les jeunes. Et je me suis rendu compte que il y a matière à faire, il y a matière à travailler. Je pense que c'est une question qui est assez pertinente au sein du Forum. En échangeant notamment pendant l'atelier, j'ai senti que il y avait pas mal de questionnements aussi sur comment on fait en sorte d'essayer de se comprendre, comment on peut intégrer davantage des jeunes. Dans le cadre du projet, comme j'ai pu le présenter pendant l'atelier, l'idée c'est qu'on fasse de l'accompagnement d'organisation, de l'accompagnement en structure, qu'on mette en place des formations, des ateliers de réflexion. Donc je pense aussi avec David de Génération Lumière, on a un petit peu planté une première petite graine, on va dire, et j'espère qu'en tout cas dans les prochaines semaines, prochains mois, si il y a des membres qui sont intéressés pour un peu réfléchir sur cette question jeunesse, peut-être pouvoir mettre en place des ateliers, des moments d'échange, et des échanges de bonnes pratiques. Donc on verra dans le futur ce que ça donne. Un temps de restitution a bouclé la phase des ateliers débats. Je m'appelle Maïkata. Je fais partie du collectif Association Ghanéenne en France, siégé à Lyon. Organisateur de cette journée pense qu'il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement voir le nouveau visage de la diaspora, le mode de fonctionnement, à travers le 5. La raison pour laquelle, tout à l'heure, on a eu l'occasion transversale pour voir aussi le nouveau visage, le nouveau mode de fonctionnement, qu'on peut alimenter notre réflexion par rapport au sujet donné. Quelles sont les formes d'engagement aujourd'hui? Comment concilier l'engagement individuel avec le collectif? D'accord? Et on est arrivé à une conclusion qui est la suivante, qu'il n'existe pas d'antinomie entre l'engagement individuel et l'engagement collectif. D'accord? Un engagement entrepreneurial peut être au service du collectif, vice-versa. Et le Forum se doit, dans cette optique-là, d'être, une ossature, certes, mais qui a besoin à l'avenir de faire de la com, de faire de la communication. C'est ce qui manque à notre superbe instrument que nous avons au service du co-développement, faire de la com. Deuxièmement, comment associer aujourd'hui le bénévolat, qui est le principe même de nos OSIB, avec la mobilisation des enjeux? Ça peut commencer par un engagement participatif, c'est-à-dire que partir d'une idée simple, aujourd'hui ici, et faire développer ça là-bas, dans le sud. Donc, engagement participatif. Engagement humanitaire peut être aussi un levier pour faire du business. Ensuite, le bénévolat associatif doit évoluer. C'est ce que je disais tantôt, évoluer pour répondre, aux nouvelles perspectives qui s'offrent à nous aujourd'hui là-bas. Enfin, l'évolution doit aller vers l'économie sociale et solidaire. Donc, ça passe par quoi? Une transmission entre la génération que nous sommes parents et les jeunes. Je refuse de mettre le terme vieux et jeunes, parce que quelque part, nous sommes aussi jeunes encore, dans l'esprit. Voilà. Troisième point, solidarité internationale et social business. Alors là, c'est le choc. N'est-ce pas, madame? Parler de business et l'associer avec social, ça paraît contradictoire. Parce que le business, par excellence, c'est la recherche du profit. Et le social, éventuellement, vient, en marge. Mais une création associative doit aujourd'hui aller jusqu'au bout. Savoir aller jusqu'au bout de nos idées. Par exemple, un exemple très simple, c'est l'aide aux devoirs que l'on fait aux enfants, n'est-ce pas, à nos enfants.
Mais malheureusement, on n'a pas été jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui s'est passé? La société privée se l'est appropriée et fait du business avec aujourd'hui. Donc, normalement, on aurait pu, dans notre démarche associative, aller jusqu'au bout et donc rentabiliser cette aide aux jeunes. Donc, l'économie évoluer ainsi vers l'économie sociale. Alors, avec tout ça, quelles sont les nouvelles conceptions qu'on peut avoir de la solidarité internationale? Il y a d'abord insister sur le bien fondé du bien fondé associatif, sensibiliser là-dessus, l'économie sociale et solidaire, par exemple au Forim, créer des scopes, c'est-à-dire des sociétés, coopératives, n'est-ce pas, à l'intérieur du Forim pour aider les OSIM. Mise en place d'une structure de formation, on l'a dit ce matin, donc ça va être l'évolution qui incombera aujourd'hui au Forim, valoriser, ça c'est important, les actions portées par nos OSIM. C'est-à-dire que les projets que nous portons ont de la valeur ajoutée. Il ne faut pas que l'on reste uniquement dans le financement de ces projets-là. Comment les capitaliser? Comment en faire, une valeur marchande également pour nous? On peut le faire. Et ça, il n'y a pas d'antinomie entre notre vie sociale. Défendre nos modèles au Forim. Savoir qu'au Forim se vendre. C'est important. Dans 2 ans, le Forim aura 20 ans. Il faut que le Forim passe à une étape suivante. Savoir se vendre. Mise en place, par exemple, d'une centrale d'achat qui relèvera du social, mais qui permettra aux OSIM de venir, s'approvisionner au sein du Forim. Mise en place d'une plateforme pour justement créer un réseau pour nos jeunes, afin qu'ils puissent disposer de stages pratiques. Enfin, le Forim doit initier une étude, parce que la question qui se pose aujourd'hui, la jeunesse, oui, mais que veut la jeunesse? La jeunesse nous interdit de parler à sa place. Alors pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est de faire une étude dans leur direction, de manière à répertorier leurs besoins et répondre à ça. L'insertion, à l'instar de ce qui a été fait déjà en 2014, on a fait une étude de l'insertion professionnelle. Maintenant, l'étude peut être généralisée à leur endroit et puis on fera la synthèse. Créer une plateforme d'échange pour mieux connaître le Forim. Le Forim est connu entre nous, mais chaque fois qu'on a fait des missions couplées, la RIS nous a permis de comprendre que le Forim n'est pas très très connu dans le Sud. Donc on doit pouvoir faire de la pub. Numérique et bénévolat. Cela demande une étude sociologique. Les jeunes sont très portés sur le numérique, c'est très bien, mais le bénévolat demande également un peu de contact humain. Donc, une étude sociologique. Et enfin, le bénévolat n'a de valeur que lorsque le porteur de projet présente un certain charisme. Nous étions sur l'atelier numéro 2, effectivement, qui s'intitule « Quel lieu d'intervention pour les diasporas ?» Donc l'atelier a été mené sous la modération de M. Lalo Keita, du CONIF, vice-président, et puis l'animateur était M. Mohamed Baza de IDD, c'est-à-dire Immigration, Démocratie et Développement. Alors, nous avons commencé par faire une introduction qui nous a mené à dire que la mondialisation a contribué à fabriquer un paysage migratoire complexe, disloqué et qui, de ce fait, induit des tensions. Partant de là, les diasporas s'engagent à aider les migrants à acquérir une nouvelle citoyenneté qui doit s'inscrire dans le double espace ici et là-bas. Donc les diasporas se proposent d'accompagner les migrants dans la conquête et la construction de leur intégration dans les pays d'accueil. Voilà un peu ce que nous avons posé au niveau de l'introduction. Et partant de là, nous avons Monsieur Baza qui a beaucoup développé et expliqué qu'un des lieux sur lesquels on pourrait avoir à nous impliquer et à
et a justement considéré comme lieu d'intervention, ce serait plutôt deux espaces qui sont d'abord le tribunal de Stockholm, ou également qu'on appelle également le tribunal Russell, qui a été créé en 1966. Notamment, ce tribunal a été créé au vu des exactions des États-Unis au Vietnam. Et donc, à côté donc, de cet espace qui est donc le tribunal Russell ou tribunal de Stockholm, il nous a beaucoup parlé également d'un autre espace où on pourrait avoir à intervenir, ce qui est le tribunal permanent des peuples, qui lui a été créé en 1979. Voilà. Ces deux lieux permettent notamment de répondre à des vides, en quelque sorte, qui se présentent aujourd'hui. Si on devait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas au niveau du tribunal international de La Haye? Nous avons également vu d'autres pistes, comme par exemple le Forum, bien évidemment, où on a conclu qu'il semble que beaucoup d'espaces comme le conseil d'administration de l'OFI, où on s'est rendu compte, une remarque qui nous a été faite par Abdellah, que on n'est pas présent dans ce genre d'endroits qui pourtant débattent régulièrement de la question des migrants. Nous n'y sommes pas, nous sommes absents et il y aurait peut-être matière à faire quelque chose dans ce sens-là. Autre piste également, à côté donc de ces endroits où il y a des conseils d'administration, de lieux de décision et aussi donc dans les lieux de politique de la ville, l'autre espace qui avait été identifié dans notre atelier, c'est les grandes entreprises dans leur logique de responsabilité sociétale et entrepreneuriale qui accompagnent notamment certains programmes qui sont destinés a priori à donner à des publics dits défavorisés des chances d'intégrer par exemple des lieux de culture et peut-être accéder à des possibilités de voyager, notamment en direction des collégiens et des choses comme ça. Voilà, donc d'une manière générale, l'idée a été de dire qu'il faut souligner que nous devons être présents dans des lieux de décision et notamment ne pas avoir de complexe à investir des espaces politiques. Je pense qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose dont nous sommes conscients. Il y a certaines municipalités où les conseillers municipaux sont des personnes issues des migrations et c'est très bien comme ça. Donc ça c'est ce que nous avons vu. Alors une question nous a été posée, à savoir comment faire pour franchir les barrières qui ne nous facilitent pas l'intégration dans ce genre d'espace. Et la réponse qui a été donnée, c'est qu'il faut savoir affronter les difficultés et savoir comment prendre nous-mêmes les responsabilités quand nous devons en prendre, à savoir que nous avons une force qui est d'avoir justement une double culture et que nous avons une façon d'aborder les problèmes et un éclairage d'analyse qui nous distingue de ce que habituellement peut-être on peut trouver sur l'inconscient collectif de nos pays d'accueil. Donc ça c'était considéré comme un point fort qui est à faire valoir à notre avantage. Il y avait également le point important de la formation. Donc connaître des possibilités nombreuses qui existent, mais qui ne sont parfois pas connues de la plupart peut-être de nous autres. Et donc il y avait un travail à faire également là-dessus, donc d'informer même peut-être au niveau des CIO, peut-être des conseillers d'orientation, qui parfois on nous disait que encore aujourd'hui il arrive qu'on oriente nos enfants de manière un peu péremptoire dans telle ou telle direction parce qu'on considère que le département d'où il vient ou le patronyme qu'il porte fait qu'il doit plutôt aller être, je ne dirais pas un métier parce que tous les métiers sont valables, mais vous voyez ce dont je veux parler. Donc on a souligné cet aspect-là, à savoir il ne faut donc pas hésiter à investir les lieux d'éducation, c'est-à-dire militer dans les associations de parents d'élèves et faire en sorte que sa voix de parents soit entendue dans les établissements que fréquentent nos enfants. Ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que moi-même je peux déplorer. Dans la plupart des collèges de la ville où je suis, on organise des cafés des parents, il y a 0 parent. Je vous le dis comme c'est. Il y a 0 parents, on communique, on envoie les messages et ils ne viennent pas. Voilà, ils vont marcher, mais ils ne viennent pas au collège de leurs parents. Bon. Donc c'est comme ça, il faut travailler là-dessus. Ensuite, il y avait le point important qui était la question d'avoir une approche décomplexée. Donc ça, on l'avait vu. La question donc de faire du lobbying vers les élus et les personnalités de la société civile. Quelqu'un disait que dans leur ville, ils avaient accueilli Mohamed Al-Trad, qui est dans le sud de la France, une sommité dans son genre, pour avoir lui-même fait un parcours migrant gagnant.
hein, largement gagnante. Pour ceux qui connaissent Mohamed Altrad, je pense qu'ils savent de quoi on parle. Voilà, donc il y avait aussi l'enjeu de l'immigration qui est devenue donc une marchandise, quelqu'un a dit ça dans notre groupe, et que les politiques au niveau de l'Union européenne sont pour ainsi dire préstructurées et parfois elles sont un peu orientées. Et c'est pas toujours à notre avantage, donc à savoir que est-ce qu'aujourd'hui économiquement on a les moyens de se passer des donneurs d'ordre, quoi, des bailleurs, pour définir une politique d'intégration qui nous conviendrait davantage et qui valoriserait davantage les profils que nous avons au milieu de nous. Voilà. Et après, on a évidemment évoqué la question de l'envoi des soutiens financiers qui sont aujourd'hui essentiellement des soutiens familiaux, mais que nous gagnerions à canaliser de manière plus structurée pour que ça puisse servir à des projets un peu globaux et des projets qui vont appuyer le développement vers nos pays d'origine. Voilà. Et donc pour terminer, on a évoqué la question de savoir ce que nous aurions à craindre et quels seraient les points sur lesquels il faut être prudent et vigilant lorsque nous sommes investis dans les lieux d'intervention. Et la réponse qui a été donnée, c'était que la sphère politique, de toute façon, voire même la sphère économique, il n'y a pas que des enfants de cœur qui évoluent dans ces sphères-là, et que ce sont des endroits où parfois il y a un côté un peu rapport de force qui s'installe, et qu'il faut avoir le courage d'aller dans ce rapport de force et d'équilibrer de manière à assumer les risques. Parce qu'il n'y a aucune action valeureuse qu'on va faire sans en prendre les risques et les assumer. Cet atelier 3, qui était le plus diversifié des ateliers d'ailleurs en termes de qualité de participants, dans cet atelier-là, qui était animé par Abdoulaye Ba, président de la coordination des associations guinéennes de France, dans cet atelier, on s'est posé un certain nombre de questions. On a essayé d'y répondre, à savoir où se regrouper pour porter la parole, les idées, la diversité, quel espace existant ou à créer, quels sont les enjeux, quelles alliances, quels partenariats mettre en place pour avoir des convergences, et quelle place et surtout rôle des diasporas que nous sommes, et quels sont les lieux et leviers d'action pour défendre les droits des migrants. Donc voilà l'ensemble des questions auxquelles l'atelier a essayé de répondre. Alors, on s'est basé, on est parti sur un cas, sur une expérience de l'Association des Marocains de France, qui a 59 ans d'expérience, voir à partir de cette expérience-là, comment répondre à ces différentes questions. L'AMF s'est structuré autour de deux points principaux. Le premier, c'est comment se mobiliser pour défendre les droits ici, le droit des migrants marocains ici. Et le second point, c'est comment s'impliquer aussi dans la lutte pour les droits des Marocains là-bas. Et donc, à travers ça, à travers les débats, il a été montré que tout ce que nous menons, les luttes que nous faisons, à la base de ces luttes-là, à la base des actions, il y a toujours une cause à défendre. Et le cas de l'AMF illustrait parfaitement cela. Et on a mis en avant 4 causes. La première cause de la lutte de l'AMF, de l'engagement de l'AMF, c'était justement la défense des droits des travailleurs marocains. La deuxième cause, c'était la lutte contre les marchands de sommeil. Et la troisième cause, c'était la lutte pour le droit de régularisation, pour le droit administratif des migrants. La quatrième cause, c'était la lutte pour la défense des cheminots d'origine marocaine, une lutte qui a été d'ailleurs eu gain de cause cette année ou l'année dernière, où on a rétabli ces discriminations-là, même si beaucoup de ces travailleurs-là sont malheureusement décédés, mais cette lutte-là a montré aussi le combat intergénérationnel, parce que pour beaucoup, c'est des fils, voire même les petits-fils qui ont continué cette lutte-là jusqu'à l'aboutissement. Alors, à travers ces différentes questions-là, donc on a essayé de répondre déjà par rapport au lieu où se trouvait, par rapport à différentes causes. Le lieu de lutte, il y a le lieu de travail qui a été identifié comme un lieu où il faut se syndiquer,
se battre aussi pour d'autres droits, trouver de l'emploi, trouver des stages par exemple. Les partis, l'espace politique aussi a été identifié comme un espace, comme un lieu de lutte aussi. Et ainsi que les foyers des migrants, ça a été identifié aussi comme un lieu de lutte. Par rapport aux autres questions, donc vous avez aussi tous les espaces qui sont créés localement, que ce soit les semaines de solidarité, que ce soit l'espace associatif, que ce soit les espaces de défense de l'économie, de mise en place de l'économie sociale et solidaire, que ce soit tout ce qui se construit aussi autour des collectivités locales. Les médias aussi ont été identifiés comme des espaces qu'il faut occuper aussi pour mener ces combats-là. Alors, à travers cela, la question de pourquoi par rapport à toutes ces questions-là aussi, les participants ont essayé de répondre à toutes ces questions-là. Ce qui est apparu de manière globale, c'est qu'il faut être là pour être visible davantage, avoir des relais, occuper l'espace, être reconnu comme acteur à part entière. Alors, il a été dit aussi par tous les participants qu'il faut mettre en place une stratégie commune pour la défense des droits des migrants et aussi rediriger les efforts du Forum jusqu'ici, le Forum en tant que plateforme, rediriger certains efforts sur la lutte pour les droits ici. Tous les efforts qui sont mis pour les projets, il faut les orienter vers ici. Et qu'il faut aussi que nous mobilisions nos partenaires, nos différents partenaires, à savoir, par exemple, tous ceux avec qui nous militons au sein de Coordination Sud. Donc là aussi, il faut mobiliser ces acteurs-là. C'est des acteurs qui sont absents dans les espaces que nous organisons, dans tout ce que nous organisons. Donc, alors que nous, on est mobilisés pour aller dans leur lutte. Donc, il faut qu'on arrive à les mobiliser. Donc, il faut aussi, l'accent a été mis là-dessus, qu'il faut sortir aussi des guichets pour aller vers les droits. Il faut que le combat du Forum et des membres du Forum aille vers les droits. Et là aussi, il a été dit que le Forum s'appuie sur ses membres avec le principe de faire pour investir ces espaces-là. Et des réponses ont été apportées aussi, notamment par le président du Forum, pour dire que de toute façon, ces projets-là peuvent naturellement être menés en parallèle de tout ce qui se fait, parce que l'argent qu'on va chercher, c'est de l'argent public, c'est notre argent. Donc il faut, même si l'accent a été mis sur la diversification, il faut diversifier, mais le fait d'avoir de l'argent public aujourd'hui ne nous empêche pas d'aller quand même dire nos mots, mener nos combats là où on veut les mener. À côté de cette question de dépendance financière, il y a une difficulté qui a été pointée aussi, c'est le fait que des personnes issues des migrations, des réfugiés, des migrants, qui ne sont pas francophones, ont cette difficulté-là aussi à se structurer. Et le doigt a été mis sur le fait aussi que le Forum est absent sur ces espaces de défense directe des droits des migrants. Ceux qui sont vraiment, c'est des associations spécialisées qui sont là. Donc, il serait souhaitable aussi que le Forum soit là pour occuper ces espaces-là, pour ne pas que ce soit cloisonné, qu'on retrouve aussi dans ces espaces-là des personnes qui luttent de manière diversifiée. Et l'une des réponses aussi qui a été apportée, c'est le fait que tous les membres investissent le Forum à travers notamment ces différents programmes pour porter ces idées-là. Alors, donc il faut avoir un ancrage local, participer aux activités locales, et il faut qu'on puisse s'organiser, déléguer, en tout cas faciliter aussi les adhésions au Forum, faire en sorte qu'on soit de plus en plus diversifié. Par rapport aux outils à mettre en place, les outils qui ont été avancés là aussi par rapport à l'expérience, c'est le contact direct avec les gens, avec les cibles, à travers des tracts, faire du porte-à-porte, que ce soit au niveau politique dont il faut occuper, que ce soit au niveau des foyers, que ce soit au niveau des marchés publics aussi. Donc c'est encore des outils qui marchent
à côté de tout ce qu'on peut faire aussi pour occuper les médias aujourd'hui. Donc il faut que le Forum soit en mesure d'aller à travers les médias grand public pour défendre toutes ces idées-là. Aller vers les médias, vers le soutien artistique, l'appui politique. Ça a été souligné tout à l'heure, le fait qu'il faut non seulement aller vers les politiques, s'engager politiquement, être dans les lieux de prise de décision et être en capacité, être en mesure aussi de prendre des décisions. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de l'attente pour aller vraiment occuper tous ces espaces-là, que ce soit les espaces d'entreprise, que ce soit les espaces politiques. Les 3 témoins invités à cette journée ont raconté quant à eux ce qu'ils ont vécu sans omettre les enseignements qu'ils en ont retenus. Je suis vénézuélienne. Je ne sais pas quels sont les efforts qui existent ou qui ont existé, qui existeront à l'avenir au sein du Forum pour raconter cette histoire, l'histoire des mobilisations des migrants. Puisqu'en effet, l'État français a fait à multiples reprises des efforts dans ce sens-là, voire des efforts de co-construction de l'histoire des migrants. Tout de même, je suis, attentive, voire je serais heureuse de connaître une histoire écrite par les migrants, pour les migrants, et notamment l'histoire des mobilisations. Donc en fait, je pense qu'il y a... il faut aussi comprendre, je viens de Venezuela, c'est aussi une autre histoire de relation avec la France. Le fait est que cette histoire dont vous parlez, que tout le monde connaît, peut-être que certains d'entre nous ne la connaissons pas, et je pense qu'on sera très content de la connaître de votre part, en fait de votre part à vous en tant que Forum. Dans ce sens de l'histoire, donc le deuxième point auquel je voulais faire rappel, ça faisait écho aux paroles de Sophie Billon de l'IFRI, qui disait, en effet, en point critique, que certaines associations avec lesquelles elle travaille, et notamment de des associations d'accueil de migrants, ne connaissent pas forcément le Forum. Et en fait, et de la même manière que certains acteurs publics, dont notamment le ministère de l'Intérieur, ne connaissent pas forcément le Forum non plus. Et par ailleurs, elle disait aussi qu'il y avait un certain manque que les associations qui accueillent les migrants ont un certain manque, selon ses paroles, de professionnalisation qui font que parfois elles s'épuisent rapidement. Alors, il me semble, en fait, si je prends ça en compte, qu'en effet, cette histoire n'est peut-être pas forcément connue, mais en effet, même les activités actuelles ne sont pas forcément toujours connues. Et dans ce sens-là, l'expérience et la professionnalisation que le Forum a, selon ce qui me semble gagner historiquement, peut être en effet une source importante en fait, d'activités, de valeurs et des pouvoirs pour ces autres associations qui sont dans l'accueil des migrants. Et en fait, dans ce sens-là, le partage de l'histoire, mais le partage aussi d'expérience, certainement, peut nourrir d'autres activités qui, de fait, sont très importantes et nécessaires aujourd'hui. Et donc, ça renvoie à mon troisième point, et c'est une discussion que j'ai eue déjà à 2 reprises avec différentes personnes ici. C'est qu'en effet, j'entends qu'il y a une relation particulière et riche avec le ministère des Affaires étrangères et donc notamment avec l'AFD. Or, pour certains migrants, et donc là je me mets en tant que personne concernée, notre quête de droit en France demanderait d'une relation aussi avec d'autres ministères, notamment le ministère de l'Intérieur. Et j'entends que ceci est une demande particulièrement compliquée, puisqu'en effet, c'est le ministère qui porte la politique d'accueil, mais aussi de certains contrôles. Et dans ce sens-là, je me demande à quelle mesure la force de la relation avec le ministère des Affaires étrangères, voire l'AFD, peut être une source de pouvoir et d'appui donc, pour construire cette autre relation-là. Pour, dans ce sens-là, véritablement participer à la quête des droits. Et je le dis en tant qu'immigrante actuellement, c'est vrai que j'ai une grande joie donc, à retrouver un espace de coordination des migrants. Et du coup, dans ce sens-là, j'espère aussi de ces espaces qui m'accompagnent, mais accompagnent aussi ceux qui sont comme nous encore dans cette quête de droits et dans ces batailles que vous connaissez déjà. Et avec lesquels j'espère on pourra continuer à travailler ensemble. Étant le président d'une association qui s'appelle Ethiopia France Association, cette association elle a été créée à la base par des adoptés. En fait c'était la volonté d'enfants adoptés de se réunir et de chercher leur identité et à travers leur recherche d'identité
ils ont trouvé en fait entre eux un rapport de différence sur l'adoption, parce que l'adoption est un sujet assez difficile et chaque adopté évolue différemment et dans sa vie n'est pas forcément au même niveau, au même rapport. Donc en fait on a préféré du coup s'orienter sur l'identité des enfants adoptés d'Éthiopie, qui était du coup l'Éthiopie, et on s'était dit comment on peut entre nous rechercher notre identité, et à travers cette recherche d'identité, ce déracinement, une fois qu'on retrouve notre identité, on peut savoir qui on est et comment on peut évoluer ici en France. Et dans cette quête de recherche d'identité, on s'est du coup confronté au rapport d'être éthiopien adopté en France, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul en tant qu'Éthiopien en France, et c'est là qu'on a rencontré les diasporas. C'est pour ça qu'à l'époque, ce rapport adopté-diaspora était fait, parce qu'un enfant adopté vivait dans une communauté française et se sentait français, et il n'avait pas cette vision d'être un diaspora avec le bagage culturel qu'il aurait pu emmener avec lui, parce qu'il est déraciné, il a perdu ses origines, et donc pour lui, sa quête, elle était plus de savoir qui il était, sachant que son intégration en France était principalement accomplie. Et donc c'est pour ça qu'on s'était dit pourquoi pas se rassembler entre adoptés et diaspora pour essayer de partager ensemble ce parcours de vie en France, qui est un parcours qui peut être difficile, même si les adoptés connaissent les codes de vie en France, ils ont quand même ce rapport à la France comme les diasporas. Et donc, à travers cette association, on s'est rassemblés et on s'est demandé comment on pourrait aussi être supporté et aidé par d'autres personnes qui ont le même parcours de vie et cette difficulté d'être en France. Et on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas juste être éthiopien en fait pour être diaspora. Et du coup, lors de ces discours, j'ai retenu une des phrases qui était « Est-ce qu'on n'est pas tous en fait des diasporas en France ?» en effaçant cette barrière de culture, et est-ce qu'on ne défend pas tous cette volonté et cette envie de dire on est ici, on est en France, et on doit être vu et considéré par les politiques ici en France. Et à travers notre association, notre but c'est d'abord de s'aider et de s'intégrer ici, parce qu'il y a eu des questions, est-ce que quand on a un parcours de vie, on peut en même temps avoir du temps pour faire du bénévolat. Je pense que c'est un peu difficile, et je pense que le Forum doit aider ces personnes à se structurer et à pouvoir vivre en France de façon décomplexée, sans les problématiques. On a vu, il y a des problématiques de logement, des problématiques de langue, des problématiques d'argent. Donc je pense qu'on peut s'aider entre nous si on connaît notre parcours, si on est stable intellectuellement, psychologiquement, et après on peut penser à défendre une idée commune qui est la migration ici en France. Je suis président de l'association Génération Lumière, une association jeune dans sa création et jeune dans les membres qu'elle a. C'est une association qui travaille sur la question environnementale dans la région des Grands Lacs, prioritairement en RDC et en France. En France, nous sommes plus sur les questions, alors les gens pourraient dire que c'est du plaidoyer, nous on appelle ça de la conscientisation à tout le monde, c'est la question de la consommation inconsciente. Des fois les problématiques, je suis réfugié politique aussi, je l'ai subi comme pas mal de gens dans la salle je suppose, et des fois les problématiques qui poussent à la migration sont liées à la consommation ici, et on a remarqué nous que la plupart des gens ne connaissaient pas trop le problème du smartphone. Aujourd'hui, on commence à en parler, mais les problèmes des migrants, des richesses qui viennent là, et des multinationales, etc., ils ne connaissaient pas trop. Et ne connaissaient pas les liens qu'il y a avec la paix et même l'environnement d'une façon beaucoup plus globale. Donc on s'est dit, ce qu'on aura apporté, parce que nous, ce qui nous intéressait, ce n'était pas juste tout simplement d'agir sur les questions environnementales, mais c'était d'agir avec notre histoire, notre identité, notre richesse, quelque chose à apporter là-dedans. On a commencé à travailler sur la question justement de la consommation inconsciente.
Au niveau de la région des Grands Lacs, on n'a pas encore les moyens pour travailler sur toute la région. On a des poches au Rwanda, et au Burundi et en RDC. On est concentré sur la RDC, non pas parce que j'y viens, mais parce que on pense que c'est là où il y a le monde se déchire, et c'est là où peut-être le monde de demain peut se construire également. Et le thème aujourd'hui, c'était de parler de nouveaux visages de la diaspora ou les profils de la diaspora. Je remercie, malgré mes nombreuses interpellations sur la jeunesse, je vous remercie d'avoir fait déjà les efforts, de se questionner sur le fait que peut-être la jeunesse n'est pas suffisamment intégrée chez nous, pourquoi, etc. Mais je vais quand même essayer de dire que je ne suis pas d'accord avec certaines choses qui ont été dites, que la jeunesse ne se mobilise pas, qu'elle ne s'engage pas, ou alors qu'elle s'engagerait dans des questions culturelles ou sportives. Regardez tout simplement, par exemple, le Vendredi pour le futur. Vous verrez la jeunesse, elle est diversifiée de partout parce qu'on se préoccupe de ce qui se passe, ce qui se passera demain, parce que c'est le monde de demain qui nous intéresse. La question environnementale, elle préoccupe et donc elle permet de rassembler les jeunes. Mais quand le souci, c'est que les OSIM qui sont ici, la plupart des gens, on reste souvent cantonné à la question de la géographie physique. Les Sénégalais vont travailler entre Sénégalais sur des problèmes de développement. Et à côté, tu as des jeunes qui commencent à se poser des questions de collapsologie, c'est-à-dire l'effondrement du système, donc, qui sont super inquiets. Et dans ce cas-là, les jeunes vont aller sur des sujets qui les intéressent et forcément, vous allez les louper. Ça n'est pas vrai qu'on est des geeks. Il y a ceux qui sont passionnés par ça et c'est très bien. On utilise le numérique comme un outil qui nous permet de communiquer et de se rassembler. Regardez les questions sur les féminismes, par exemple. Vous verrez beaucoup de jeunes, les enfants issus des nouvelles générations, ou ceux qui viennent d'arriver, ou ceux qui sont nés ici, où elles vont s'engager pour la plupart dans ces questions-là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les causes, et on a l'impression que ces causes-là ne sont pas, c'est pas vrai qu'elles ne sont pas traitées, mais elles ne sont pas suffisamment mises en avant, et donc, l'option que l'on a, et moi je trouve ça tout à fait louable, c'est de créer des structures qui correspondent à ce qu'on veut faire. Les soucis qu'il y a là-dessus, c'est qu'on n'arrive pas à créer le pont non plus. Par exemple, comme j'ai dit, il y a les Praosim, qui est un outil super qui permet de financer des projets, qui est excellent. Les soucis, c'est qu'on est jeune, on est étudiant, on a plein de préoccupations. J'imagine que c'est votre cas. Mais vous avez un avantage sur nous, vous avez une expérience de vie, vous avez une expérience de travail qu'on n'a pas, donc vous pouvez facilement répondre aux dossiers complexes tels que les Praosim, qui est extrêmement complexe, alors que quand on est une association jeune, on n'a pas forcément le temps de pouvoir se pencher pleinement quand on n'a pas les moyens, tels que les associations bien établies qui ont des salariés, on n'a pas forcément les moyens de répondre à ces questions-là. Donc il faudrait qu'il y ait de la souplesse. Soit alléger ce dossier, soit dans les Praosim, peut-être que l'idée de quota est mauvaise, mais imaginez comment est-ce que ces jeunes, et comment est-ce qu'on peut être souple dans la gestion des dossiers, des associations de jeunesse. J'ai des exemples à Lyon, plein d'associations jeunes ont répondu pour cette année, pour les Praosim qui viennent de passer, et la plupart ont été dessus. Ceux qui n'ont pas été financés, bien sûr, c'est compréhensible, la déception. Mais j'en étais déçu parce que beaucoup de gens ont investi l'été, c'est-à-dire des jeunes qui viennent d'étudier ici, donc qui ont besoin de travailler l'été pour financer, ils se sont dit, attends, je vais travailler sur cette question environnementale aux Comores, au Congo, à Mada, etc. Et vous vous retrouvez là, vous dites, bon, tant pis, on va sacrifier quelques heures, et on espère que ça va rapporter. Vous trouver un dossier hyper complexe, malgré toute la bienveillance des cousines qu'on peut avoir, ça reste complexe. Et donc, vous vous retrouvez avec des dossiers qui ont été rejetés, pourtant les gens se sont pleinement investis. Donc vous avez de la déception ou du rejet, c'est de l'entre-vieux, ils se sont financés entre eux, tout simplement. Et c'est vrai ce que je dis, hein. Les gens disent ça. L'autre question, sur un dispositif jeune, par exemple, Génération Climat, qui est un super dispositif. Ceux qui gèrent ces dispositifs, c'est les OSIM. Donc là où
la jeunesse n'est pas très présente, puisque ça a été démontré tout à l'heure ici. Et c'est eux qui gèrent ces dispositifs-là. Donc là aussi, il y a un problème, parce que du coup, on va voir ceux qui n'ont pas la bonne information, où se trouvent les COSIM, où se trouve comment est-ce que je les contacte, etc. Ou tout simplement, c'est entre les vieux, j'y vais pas, et basta. Donc, ils loupent aussi un dispositif prévu pour eux. Là aussi, ce que je souhaiterais dire, c'est que n'ayez pas peur d'aller contacter même une seule association. On est multiples. On a parlé des étudiants, soit des étudiants qui viennent d'arriver, soit des étudiants qui sont là. Un problème majeur, c'est la précarité. Même les étudiants français les ressentent, encore plus les étudiants africains. L'année dernière, je crois que j'avais encore été invité ici. On venait juste de donner cette mesure-là d'augmentation des frais de scolarité. C'est cette année que j'attends que vous en parliez. Vous avez une structure importante qui parle au pouvoir public. Vous êtes nos parents, nos grands frères ici. Vous avez accès aux politiques, aux décisionnaires, ce genre de choses, et vous attendez pas. Vous attendez 1 an pour parler de ça. C'est un problème. L'autre problème, c'est le logement. Au Crous, le logement, il est prioritaire pour, j'en sais rien, les Français, etc. Or, qui est mieux qu'un national pour avoir accès au logement? Peut-être que là aussi, c'est un moyen d'attirer les jeunes, les étudiants. J'attendais voir la question de politique. Parce que la politique a beaucoup d'émotions par rapport à tout ce qu'on fait. Là, par exemple, nos relations avec AFD, nos relations avec nos pays, nos relations avec la banque. Il y a politique quelque part. Moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que ça vous choque ou pas? Toute réponse, à mon avis, est une réponse qui avait besoin d'être politique d'un engagement partisan, syndical, associatif, bref, ça dépend de comment on décline le mot politique, mais de fait, les réponses individuelles sont jamais satisfaisantes, les réponses collectives sont les seules, à mon avis, qu'on peut construire, et ces réponses, à mon avis, sont seulement politiques. Nous, on organise beaucoup de débats à Lyon sur la question, justement, des relations entre la France, l'Afrique, etc., mais on ne serait pas gêné qu'il y ait un soutien, un soutien. Par exemple, là, on n'a pas l'impression que l'AFD vous instrumentalise. Si c'est le cas, vous le direz, n'est-ce pas? Mais s'il y a question d'instrumentalisation, effectivement, ça se pose comme question. Mais tant que cette question n'est pas dedans, tant qu'on ne la détecte pas, ça ne nous choque pas. On est parti du principe que la politique, on peut en discuter à un certain niveau. Mais quand on démarre une structure et qu'on veut travailler ensemble, c'est toujours le point qui est bloquant. Et surtout, nous, par exemple, avec l'Éthiopie, on a la chance qu'en ce moment, politiquement, c'est stable. Et ce qui nous permet de pouvoir accomplir nos projets et que le pays en question nous laisse cette liberté, ce qui n'était pas le cas avant ce gouvernement. Les diasporas étaient fermées envers leur pays. Et donc c'est pour ça que nous on met de côté la politique et la religion, pas parce qu'on trouve que c'est pas important, mais pour démarrer peut-être avoir une base solide qui nous met tous sur le même sujet. Et nous, notre sujet par exemple c'est l'Éthiopie. De 9h à 18h, dans une organisation parfaitement réglée, cette journée spéciale organisée par la présidence du Forum au centre des congrès du 15e arrondissement à Paris a été une belle réussite. Un extrait du discours de clôture de la vice-présidente du Forum et les réactions des principaux acteurs, dont notamment celle du président du Forum, M. Mackendy Tout-Puissant. La question de cette rencontre, c'était les nouveaux visages des diasporas. Moi, je pense qu'il y a eu des nouveaux visages par rapport à l'année dernière. Il me semble que toutes les questions qu'on avait posées au préalable ont été répondues. Ouais. À part, en tout cas, il y a deux choses pour moi qui manquent. C'est tout d'abord les conditions inhumaines que vivent les migrants pour l'obtention de leur titre de séjour. Ça, il faut que le Forum se saisisse de cette question. Parce que avoir le titre de séjour, c'est vraiment un préalable
pour agir, pour avoir une vie décente. Donc c'est notre devoir en tant que Forim, parce que nous sommes tous Forim, ça aussi il ne faut pas l'oublier, pour améliorer ces conditions, peser de tout notre poids pour améliorer ces conditions. Bon, on a posé beaucoup de questions dans les ateliers et je dirais que on a répondu à toutes les questions. Maintenant, il n'y a qu'à faire. Voilà. Parce que tous les ans, nous posons des questions. Tous les ans, nous avons des propositions. Maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Et il ne faut pas qu'il y ait d'interdit pour nous, en tant que migrants. La leçon que je tire de cette journée, c'est que nous avons beaucoup de champs à investir. Nous avons beaucoup de choses à dire dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos départements, au niveau national et international. Et il ne faut pas qu'on se prive de ce pouvoir que nous avons. Là, on a des échéances qui arrivent, les élections municipales. Je le dis, je le répète, il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on soit présent au niveau des régions et des départements, qu'on fasse entendre la voix du Forim. Mais la voix du Forim, c'est nous aussi. Parce que souvent, on dit le Forim, le Forim, le Forim. Mais nous sommes Forim. Donc, chacun, à son niveau, doit intervenir pour faire entendre la place du Forim. Il y a aussi le volet de l'insertion économique, par l'économique, très important, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, quelqu'un qui n'est pas inséré économiquement, il ne peut pas aider dans son pays d'origine. Il y a aussi un sujet dont on n'a pas parlé, bien qu'on ait parlé de beaucoup de choses, c'est les violences faites aux femmes. Il y a eu tout dernièrement le compte rendu du Grenelle des violences faites aux femmes. Le Forum y était. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il ne faut pas qu'on fasse l'impasse sur cette question parce que ces violences concernent tout le monde. Malgré le temps court, nous avons abordé beaucoup de questions et nous avons fait le tour du programme de cette journée et nous avons fait des propositions. Maintenant, il faut qu'on les applique. Il ne faut pas que ça reste dans les tiroirs. Et chacun, en sortant d'ici, a le devoir d'apporter sa pierre à l'édifice Forim. Comme toute initiative au Forum, c'est une entreprise collective qui a mobilisé différentes parties prenantes de notre association. Tout d'abord, notre conseil d'administration et l'équipe technique qui ont essayé de travailler sur des sujets pour choisir le sujet de cette année, donc le nouveau visage des diasporas engagés. Puis après, nous avons des espaces bénévoles comme la commission GIM qui a travaillé un petit peu sur le contenu, sur une note de cadrage. Des associations membres se sont mobilisées pour organiser les rencontres au niveau régional. Puis après, toujours avec l'appui de cette commission et un certain nombre de décisions au niveau des instances, nous avons pu affiner le programme, le contenu des échanges et des intervenants. L'envie réaffirmée que le Forum est une parole politique plus forte, en identifiant les acteurs cibles pour pouvoir porter cette parole politique. Le questionnement toujours présent et qui est présent depuis longtemps au niveau du Forum de comment on peut travailler un peu mieux avec les organisations de jeunesse, les mobilisations de jeunesse. Donc on tourne autour de la question, on s'interroge, on n'a pas encore vraiment de solution, mais c'est une question vraiment qui semble importante pour le Forum. Et cette envie d'élargissement, le troisième point, cette envie d'élargissement pour que le Forum soit mieux représenté, même s'il est déjà bien représenté, avec un ensemble de profils divers de diaspora, et pour pouvoir porter un message plus fort. En tant que représentant de l'Agence française de développement, évidemment, la Journée internationale des migrants, c'est une date importante, une date phare tous les ans. Et puis par ailleurs,
étant partenaire du Forim et accompagnant le Forim depuis presque 6 ou 7 ans maintenant, c'est pour moi un rendez-vous à la fois personnel, citoyen et professionnel. Donc je suis toujours heureux de venir voir nos partenaires du Forim et discuter avec eux chaque année dans ce cadre-là. Nous avons quand même l'ambition d'avoir un peu plus de moyens pour pouvoir avoir une partie communicationnelle, notamment avec le prix Madiba à la suite de ces gyms, qui soit à la hauteur de ce qu'on peut faire et de la force de communication qu'il peut y avoir autour d'un événement comme celui-là. Et puis nous sommes aussi engagés dans une ambition d'arriver à ressortir à chaque fois de ces journées des recommandations ou un certain nombre de réflexions qu'on puisse après porter dans la continuité, dans les différents espaces nationaux, locaux, internationaux. Première impression, je dirais qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige et surtout qu'il y ait grève. Nous sommes là, nous avons été mobilisés, ça a été une très belle journée. Parce que nous avons craint plutôt sur une participation très faible. Mais non, les associations, les membres sont venus, le réseau est venu. Donc je suis pleinement satisfait de cette belle journée qui amorce cette journée du 18 décembre qui est la journée internationale des migrants. Donc très belle participation. Je suis un président très satisfait pour la décision que nous avons prise de maintenir cette journée qui a permis d'avoir aussi également les restitutions des ateliers qui ont eu lieu dans 5 régions en France. Et on voit que les personnes qui ont mené ces ateliers en région, malgré les difficultés de transport, elles sont venues pour pouvoir restituer ce qui a été dit sur ces 5 régions. Je disais en conclusion de mon introduction de ce matin que nous sommes Forim, tous ceux qui sont venus, quelle que soit leur origine, nous formons le Forim. Et en même temps, en disant que nous sommes Forim, c'est que nous sommes la migration positive. Et c'est ça qui est important dans le cadre de cette journée internationale des migrants, des parcours difficiles, même des parcours de personnes qui n'ont pas pu atteindre leur but, qui sont décédées. C'est pour ça que j'avais souhaité une minute de silence pour toutes ces personnes qui ont quitté leur territoire, leur terre de naissance, pour une vie meilleure, mais malheureusement, sur le chemin, ont perdu la vie. L'étape avant la prochaine, c'est cette étape du 18 décembre, qui est la journée internationale des migrants, c'est que nous allons interpeller l'autorité française, le président de la République française, nous allons interpeller Emmanuel Macron, parce que la France n'a pas encore ratifié cette convention de la journée internationale des migrants. Et en 2019, bientôt 2020, avec toute cette situation, nous trouvons anormal, et je pense que tout l'effort que fait Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets, même si parfois il y a certaines maladresses, mais je pense qu'il pourra être sensible à ce message en exigeant que la France, enfin, ratifie la convention qui commémore en tout cas la journée internationale des migrants, une migration positive qui apporte tant dans les pays d'accueil de toutes ces personnes qui, pour des raisons diverses et variées, ont décidé de quitter leur terre d'origine. Mauvais